Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les résultats du premier trimestre 2025 de Hug Autoliners. C'est un acteur vraiment majeur dans le transport de véhicules par bateau. Tout à fait. Notre source, c'est leur présentation officielle aux investisseurs. Et l'idée, c'est de décrypter un peu tout ça. Exactement. Comprendre comment ils naviguent, si on peut dire, entre une demande asiatique qui est forte et des menaces protectionnistes qui montent, surtout aux États-Unis. C'est ça. Hug Autoliners, faut rappeler, ils sont dans le PCTC, Pure Car and Truck Carrier, ces énormes navires, quoi. C'est un maillon clé du commerce mondial, mais hyper sensible à l'économie, à la géopolitique. Donc on va regarder leur santé financière, leur stratégie et puis les risques. Parfait. Alors, les chiffres du T1, Hmm. c'est intéressant, on va dire. L'EBITDA ajusté, le bénéfice opérationnel avant pas mal de trucs, Mhm. il est à 155 millions de dollars. Ça, c'est en baisse de 14% par rapport au T4 2024. Oui. Mais le bénéfice net avant impôt, lui, il grimpe de 11%. Il arrive aussi à 155 millions. Comment c'est possible, ça? Ah voilà, c'est là qu'il faut creuser un peu. En fait, cette hausse du bénéfice net, elle vient surtout d'une chose. Ils ont vendu un navire, Ah, le OEG New York. Et ça a rapporté 61 millions de dollars. C'est pas rien. d'accord, ok. Donc un élément exceptionnel. Exactement. Si on enlève ça, la performance opérationnelle de base, elle est plutôt en recul. On le voit aussi ailleurs. Le taux brut par CBM, le mètre cube, il baisse de 5%. Oui. Et les taux nets moyens, eux, c'est moins 7%. Pourquoi cette baisse des tonnettes, alors? C'est lié à deux choses principalement. Plus de contrats long terme qui ont des taux plus bas que le marché spot, forcément, et aussi un mix de cargaisons différents sur la période. Je vois. Donc, une rentabilité de façade un peu boostée par la vente, mais le cœur de métier montre quelques signes de tassement. C'est un peu ça, mais attention, faut pas noircir le tableau. Non, bien sûr. Ils annoncent quand même un dividende costaud, 158 millions de dollars, et le bilan reste très solide. Oui, le ratio de fonds propres à 59%, c'est élevé. Voilà, faible endettement, bonne trésorerie, ça leur donne de la marge de manœuvre. C'est clairement un point fort. Et côté marché, ça bouge comment? Alors là, la dynamique reste bonne, surtout depuis l'Asie. Les volumes sont forts. Ils ont signé de nouveaux gros contrats avec des constructeurs automobiles. Mhm. Et leur taux de couverture contractuelle est très élevé, autour de 82%. 82%, c'est énorme, hein. Ça te donne de la visibilité, c'est sûr. Oui, ça sécurise les revenus. Mais si ces nouveaux contrats sont signés à des taux plus bas, comme vous disiez, est-ce qu'ils ne se privent pas un peu de la possibilité de profiter si le marché spot remonte fort? C'est exactement le dilemme. Ils choisissent la sécurité, la stabilité. Mais ça veut dire moins d'exposition à la hausse potentielle du marché spot. Et historiquement, l'écart entre spot et contrat, il pouvait être important, hein. De l'ordre de combien? On a vu des primes de 16, parfois même 32 dollars par mètre cube sur le spot par rapport au contrat. Ah oui, quand même, hein. Donc c'est un choix stratégique. En attendant, ce sont les exportations asiatiques, Chine en tête avec les VE et les hybrides, qui tirent le marché. Même si, les prévisions globales de vente de voitures pour 2025 sont plutôt stables, pas en forte hausse. D'accord. Et c'est là qu'arrive le gros point d'interrogation. Les États-Unis. Ah là oui, le sujet sensible. Il y a plusieurs choses sur la table, c'est ça? D'abord une taxe portuaire. Oui, une idée de l'USTR. Une taxe de 150 dollars par capacité CEE, l'équivalent d'une voiture, pour les navires qui ne sont pas construits aux USA. Et l'impact, ça donnerait quoi? L'estimation, c'est entre 1 et 1,35 million de dollars par escale. Par escale. C'est énorme. C'est considérable. Et ce n'est pas fini. Non, il y a aussi les menaces de tarifs douaniers sur les véhicules importés. Ça vise surtout la Chine. On parle de taux qui pourraient aller de 10% à 145%. 145%. Mais ça tuerait le commerce, non? Surtout que vous Donc, disiez... 46% des voitures vendues aux US en 2024 étaient importées. Donc imaginez l'onde de choc. Pour OEG Autoliners, juste la taxe portuaire, si elle passe sans aménagement, ça pourrait leur coûter 60 à 70 millions par an. C'est leur propre estimation. Waouh, c'est un risque majeur. Alors qu'est-ce qu'ils font concrètement face à ça? Ils disent qu'ils sont flexibles, mais bon. Oui, ils insistent sur leur flexibilité opérationnelle, la diversification des routes. D'ailleurs, en 2024, ils avaient un bon équilibre, import-export sur les US, qui pourrait aider un peu. Mais ils ne restent pas les bras croisés, ils investissent ailleurs. Ah oui? Sur quoi par exemple? Sur la durabilité d'abord.
Ils réduisent l'intensité carbone de la flotte, il y a des améliorations techniques sur les navires existants, les nouveaux navires de la classe Aurora arrivent, ils sont bien plus verts, et ils utilisent de plus en plus de biocarburants. 2200 tonnes rien qu'au premier trimestre. C'est pas juste pour l'image, ça. C'est aussi stratégique avec les réglementations qui arrivent, non? Absolument. C'est crucial pour l'avenir. Et l'autre point, c'est la capacité. Ils ajoutent des navires. Ils prennent des navires en affrètement court terme. C'est pour faire face aux tensions actuelles, notamment le fait qu'ils continuent d'éviter la mer Rouge. D'accord. Ils s'adaptent aux besoins immédiats. Voilà. Même si, globalement, dans l'industrie, il y a énormément de navires en commande, genre 35% de la flotte actuelle, ce qui maintient les taux d'affrètement assez élevés d'ailleurs. Et donc, pour finir, leur perspective pour le T2. Ils s'attendent à un EBITDA stable par rapport au T1, donc autour de 155 millions encore. Mais ils le disent eux-mêmes, la grosse incertitude, ça reste ces histoires de tarifs et de taxes portuaires aux États-Unis. Donc pour résumer, une performance financière au T1 un peu en trompe-l'œil avec la vente du navire, une activité toujours tirée par l'Asie mais vraiment sous la menace de mesures protectionnistes américaines, et puis des efforts réels sur la flotte, la durabilité. C'est ça? C'est une bonne synthèse, oui. Et ça soulève une question plus large, je trouve. Laquelle? Si le commerce mondial se fragmente vraiment, si ces barrières deviennent la norme, jusqu'où est-ce que la flexibilité opérationnelle d'un transporteur comme Hug peut suffire? Est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas des changements plus structurels, plus profonds, si les règles du jeu changent pour de bon? C'est une question à méditer, je pense.